Bienvenue sur La Romance Seigneur, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. L'humour est un élément difficile à manier, que ce soit dans les romans ou les films. Même les humoristes, dont le cœur de métier est de faire rire, ne font jamais l'unanimité, car il existe de nombreuses sortes d'humour et que nous ne sommes pas réceptifs à chacun d'eux. Dans cet épisode, je veux vous parler de quelques auteurs qui ont choisi la prise de risque maximale côté humour en développant des personnages complètement déjantés. Alors préparez-vous votre boisson préférée, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Je vous retrouve pour un épisode entre vous et moi où j'ai à nouveau choisi un thème que j'apprécie. Je vais vous parler de romans qui ne plairont pas forcément au plus grand nombre. Je vais vous parler de romans où l'humour tient une place prépondérante à travers un ou plusieurs personnages. Des personnages décalés, un peu fous, ou en tout cas qui, par leurs actes, réfutent les normes de notre société. Pour décrire cela, je vais m'appuyer sur 3 romans et je vous lirai également quelques extraits de ces livres. 3 romans, 3 ambiances, 3 types d'humour, mais un point commun, des personnages déjantés. Si vous aimez le podcast La Romance Seigneur, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou de lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast. Pour commencer, je vais vous parler d'une auteure que j'affectionne énormément. Il s'agit d'Alice Winters. Elle écrit notamment du romantique suspense et de la romance paranormale MM, c'est-à-dire des romances entre hommes. J'ai choisi de vous faire découvrir ou redécouvrir, si vous le connaissez déjà, le premier tome de la série par laquelle j'ai découvert cet auteur, la série Jackson et Leland. Une saga où un tueur à gages rencontre un détective privé et décide de ne plus le quitter. Alice Winters fait partie de ces auteurs qui affectionnent un type de personnage ou une dynamique entre deux personnages. On va alors retrouver cette signature dans une bonne partie de ses romans. Avec Leland et Jackson, nous avons d'un côté un personnage énergique, attachant, un peu sadique, et qui sait se rendre indispensable. En face de lui, nous avons le personnage bourru, qui ne veut pas voir son quotidien chamboulé. Dans le cas d'une romance, cela donne 2 personnages très différents pour un résultat équilibré, l'un ayant la capacité d'apporter à l'autre ce qui lui manque pour être heureux. Dans ce roman, Jackson et Leland vont devoir unir leurs forces pour arrêter un grand criminel, ce qui arrange plutôt Leland, qui compte bien faire d'une pierre deux coups, mettre un méchant derrière les barreaux et séduire le très honnête et scrupuleux Jackson. Mais vous vous doutez bien qu'entre un détective intègre et un tueur à gages loufoque, l'histoire peut vite devenir chaotique. Leland, anti-héros en puissance. Très intelligent, hyperactif, immature, il a fait des choses répréhensibles. Bref, Leland, j'ai envie de le comparer à Deadpool. Il est cinglé, mais d'une manière tellement adorable. Et quoi qu'il fasse, on ne peut pas lui en vouloir. Pourquoi est-ce un anti-héros ? C'est avant tout un tueur à gages. Il a été formé dès son plus jeune âge et est doué pour cela. Pourquoi est-ce qu'on lui passe tout ? Parce qu'il a tellement de circonstances atténuantes. Enfant, il a dû se débrouiller seul alors que son chemin croisait celui de nombreux prédateurs. Il a été élevé par un autre tueur qui l'a modelé à son image en profitant de ses faiblesses d'enfant. Mais dans le fond, Leland, c'est un gentil dont les rapports aux autres ne sont pas plus évolués que ceux d'un enfant de 5 ans. C'est simple, lorsqu'il rencontre Jackson, tout ce qu'il veut, c'est se faire une place dans sa vie et ne jamais en être délogé. Son nouveau but devient alors de former une grande et belle famille avec Jackson et ses proches, pour ne plus souffrir de solitude. Vous les sentez les tendances sociopathes ? Oui, elles sont toujours un peu présentes. Car ce qui est bien avec Leland, c'est qu'il n'a pas du tout le même référentiel que nous autres. Sa normalité n'est pas la nôtre, et c'est ce qui en fait un personnage surprenant et amusant. Pour lui, le summum de la sexitude, c'est de prendre Jackson en photo dans le plus simple appareil, entouré d'armes à feu, de gros calibre de préférence. Et le pire dans cette série, c'est que la folie douce de Leland déteint sur ses proches. Jackson, qui est censé être la voix de la raison, se laisse entraîner par Leland au fil des tomes et laisse ce dernier mener sa barque à sa manière, la manière douce mais tordue. Une petite mise en garde tout de même avec cette série,
On est sur un humour très premier degré, qui ne plaît pas à tout le monde. Il faut être prêt à recevoir cet humour pour apprécier le personnage de Leland. Si l'on peut faire un parallèle avec le cinéma, je dirais que si vous avez aimé les films du type La Cité de la Peur, mais qui a tué Pamela Rose, alors tout se passera bien. Mais il n'y a rien de mieux que de vous lire un extrait du premier tome pour que vous fassiez une meilleure idée de ce personnage. Je vais maintenant vous lire un extrait de Comment se faire des amis et tomber amoureux quand on est un tueur à gages. Premier tome de la série Jackson et Leland d'Alice Winters. Il s'agit des 3 premières pages du roman. Je n'ai pas choisi cet extrait par hasard, vous vous en doutez. Saviez-vous que les premiers mots d'une œuvre portent un nom? C'est l'incipit ou incipit si vous préférez. Ces premiers mots ont au moins 2 objectifs. Donner le ton de l'œuvre en question, par exemple un conte qui commencerait par Il était une fois, ou alors dans cet exemple d'Alice Winters, les premiers mots nous donnent beaucoup d'informations sur les landes et ses particularités. Deuxième objectif de l'incipit, accrocher le lecteur, lui donner envie. Vous le faites peut-être vous-même en librairie, prendre un livre, le retourner, lire la 4e de couverture et s'il semble vous convenir, lire les premières pages. L'auteur a donc tout intérêt à soigner son entrée en matière, l'incipit et plus globalement la première scène du roman. Alice Winters a le don, je trouve, d'écrire des incipits attractifs et je suis toujours très curieuse de les découvrir. Chapitre 1. Les landes. Je me demande à quel moment les filatures sont devenues ennuyeuses. Dans les films ou dans les romans policiers, ça a toujours l'air sympa. Allons surveiller le super méchant parce qu'on déchire tout. Ce qu'ils ne montrent pas, ce sont les 5 jours d'affilée à surveiller tout et n'importe quoi. Le signe que je m'ennuie, c'est quand je me sers de mes jumelles pour regarder la télé des voisins plutôt que de me concentrer sur le travail de surveillance en question. Le pire dans tout ça, c'est que c'est The Bachelor qui passe. Et comme je ne peux rien entendre, j'aime imaginer ce qu'ils peuvent être en train de se dire. Gros sein, tu veux voir ma collection de godes? Petit pénis. Ah, c'est donc à ça qu'un pénis est censé ressembler. Je n'ai jamais réussi à rester inactif. Je me perds beaucoup trop vite dans mes pensées et je n'arrive plus à rester concentrée sur ce que je suis censée faire. Comme par exemple sur le mec en train d'escalader la clôture de la maison que je suis en train de surveiller. Il est même parvenu à marcher le long de la façade en bois sans que je m'en rende compte. C'est dire à quel point j'ai dû louper des trucs entre-temps. J'ai dû manquer une orgie aussi au passage. Depuis ma planque sur le toit d'un vidéoclub en face, j'observe l'homme habillé tout en noir en train de s'agripper à la clôture. Vu sa tenue d'ado gothique, il a clairement conscience qu'il n'est pas censé être là. Il fait un saut pour atteindre le haut de la grande palissade, puis se hisse tout en haut. Au moment où il tente d'y poser le pied, il chancelle et tombe la tête la première de l'autre côté de la façade. Le plus comique, c'est quand son pantalon se retrouve coincé en haut de la clôture, pile au moment où il tombe. Avec mes jumelles, j'ai une excellente vue sur ses fesses nues, tandis qu'il pendouille sur la façade, les pieds s'agitant dans le vide. Dieu merci, il y a suffisamment de lumière émanant des lampadaires pour que je puisse zoomer dessus. C'est tellement mieux que The Bachelor. Au point que je suis déçue qu'il parvienne à se hisser à nouveau afin de récupérer son pantalon et de passer de l'autre côté. Il se relève rapidement et avance vers la maison, pas le moins du monde gêné par ce qui vient de se passer. Si ça m'arrivait, j'abandonnerais tout de suite et j'irais me trouver un boulot à la supérette du coin. Enfin, en tout cas, un travail qui ne requiert pas de la discrétion. Alors qu'il s'avance vers la maison, il se retourne suffisamment pour que je puisse entrevoir son visage, malgré la capuche noire cachant ses cheveux. Ce qui me fait réaliser que ça ne me dérangerait pas de revoir à nouveau ses fesses. Peut-être même d'un peu plus près s'il veut bien. Qu'est-ce que tu manigances, beau gosse, marmonnai-je. Alors qu'il pourrait faire des progrès en termes de saut de clôture, ce qui me laisse par la même occasion penser qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, la façon dont il entre rapidement dans la maison me fait changer d'avis. Même s'il est clair qu'il n'a rien à faire ici, comme nous avons pu le constater avec l'épisode de la clôture. Lorsqu'il passe le pas de la porte, je le perds de vue, donc impossible de dire ce qu'il trame. Je voulais ensuite vous présenter le roman d'une auteure francophone qui écrit de l'urban fantasy matinée d'une pointe d'humour. Il s'agit de Calliope Verde.
Je préciserai même que ces romans se classent en beat lit. Dans ce sous-genre appartenant à la littérature fantastique, les romans mettent en scène une héroïne badass, forte, indépendante, qui combat des créatures surnaturelles pour sauver l'humanité. Sachant que l'intrigue se déroule dans notre monde, plus particulièrement dans une grande ville, d'où le terme d'urban fantasy. Anna, une héroïne pas comme les autres. Mamie bute des vampires est le premier tome de la série Sweet 60 de Calliope Verde. Si les codes attendus en Bitlit sont mis en évidence, le premier tome possède quelques particularités remarquables. En effet, comme l'annonce la couverture, notre héroïne est une sexagénaire. Nous sommes donc bien loin des Anita Blake et autres Mercy Thompson, puisque fraîchement retraitée, notre héroïne, au début du roman, se bat avec les mêmes angoisses que certains de ses homologues. Comment remplir ses journées pour se sentir vivante? D'autant qu'Anna est une retraitée plutôt hyperactive. Malheureusement, son corps, lui, accuse son âge et le lui fait bien sentir. Deuxième particularité de ce premier tome, l'action se déroule dans les rues de l'île, loin des standards de la culture américaine, et ça change aussi, il faut l'avouer. Rues pavées et cuisine aromatisée à la bière sont représentées ici. Le lieu où se déroule l'action est aussi bien exploité et tient un rôle jusque dans le déroulement de l'intrigue. Justement, pour vous parler un peu de l'intrigue et de cette héroïne étonnante, voici quelques détails. Oui, Anna se balade avec un bâton de marche qu'elle prénomme Candice. Mais ce n'est pas pour parcourir la campagne avec sa bande de copines retraitées. Non, Anna vient peut-être de fêter ses 60 ans, mais comme vous le savez, ce n'est pas l'âge qui compte, mais celui que l'on a dans la tête. Et à ce niveau, Anna se situe plutôt autour de 16 ans d'après ses amis. Son slogan pourrait être « La première impulsion est la bonne ». Alors qu'elle passe difficilement le cap des 60 ans, elle rencontre Gwen, qui va la faire entrer dans un monde secret, celui des créatures surnaturelles. Et ce passage de l'ignorance à la connaissance se fait avec un bonus et pas des moindres. Finalement, Sweet 60, c'est un peu la retraite rêvée. Anna se découvre un nouveau but dans la vie, celui assez louable de sauver l'humanité, et elle se refait surtout une seconde jeunesse en retrouvant un corps de jeune fille, enfin, une jeune fille en mode ninja. Si l'on compare Mamie bute des vampires avec le roman d'Alice Winters présenté précédemment, on peut dire qu'ici l'humour est présent. On le voit dès le titre, mais il est plus discret. Il est surtout présent à travers les actes farfelus d'Anna. C'est un peu le principe du show don't tell. Montre-le, ne le dis pas. Notre héroïne est une rigolote. Elle se fiche des limites sociales et il n'y a pas besoin que son entourage le dise. Nous en avons la preuve par l'exemple, il suffit de regarder Anna évoluer. L'humour de ce roman se retrouve également dans la narration, dans les descriptions ou autres analogies bien trouvées. Anna, c'est aussi un personnage qui évolue. À 60 ans, elle continue d'expérimenter et d'apprendre. Lorsqu'elle se lance dans cette grande aventure, elle ne se doute pas que pour sauver la population lilloise, elle sera confrontée à des situations complexes et difficiles. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour vous donner un aperçu des personnages, je vais vous lire un extrait qui se situe au début du roman et qui présente plusieurs personnages du roman. Et si on allait là plutôt, suggérais-je. Un studio de tatouage s'étonne Natacha. J'ai toujours rêvé de me faire tatouer. Mais 60 ans, c'est l'occasion, non? Oui, mais tu sais, pour ça, généralement, il faut prendre rendez-vous plusieurs mois à l'avance, établir un design avec un tatoueur, enfin, ça prend du temps, tente de m'expliquer Virginie. Même si c'est mon anniversaire? Pleurnichai-je, en accordant mon plus beau regard de chiot à mon assemblée. Malheureusement, oui. Mais sinon, ils sont super ici. C'est Gwen, la tatoueuse, qui a fait ma manchette. Elle est hyper douée. Bon, entrons, peut-être que j'aurai de la chance et qu'ils auront un désistement de dernière minute. J'imagine que tout est possible, soupire Virginie, qui me connaît assez pour savoir que je ne lâcherai pas aussi facilement. À l'intérieur, l'espace est des plus épurés. Une douce musique celtique s'élève des enceintes et quelques trisquelles décorent les murs autrement vierges. L'endroit semble désert et j'hésite à tout sauter pour prévenir de notre présence. Mais Natacha pouffe de rire au même moment en écoutant les paroles, sans doute obscènes, que sa femme lui chuchote à l'oreille. Une barbe blanche aussi longue que mes cheveux apparaît dans un recoin de la pièce principale.
Ses pupilles grises me glacent sur place. Et l'alcool aidant, je ne peux m'empêcher de pouffer à mon tour de rire devant ce vieux fossile aux allures de druide tout sérieux. Je peux vous aider soupire-t-il en levant les yeux au ciel. Ben, vous forcez pas surtout, ne puis-je m'empêcher de rétorquer. Apparemment, ma remarque l'a perturbé puisqu'il ouvre des yeux aussi ronds que des soucoupes et me dévisage comme si je venais d'une autre planète. Pardon éructe-t-il au bout d'une bonne demi-minute. Désolé, mais bon, niveau accueil, admettez que ce n'est pas terrible. On a carrément l'impression que ça vous emmerde de parler à des clients. Vous avez rendez-vous? Non, mais je me suis dit que j'allais tenter ma chance, répliquai-je pleine d'espoir. Nous ne prenons que sur rendez-vous. Nos prochaines disponibilités sont en novembre. Novembre? C'est dans presque 6 mois. Mais vous faites quoi avec un délai pareil? La reproduction du plafond de la chapelle Sixtine? N'hésitez pas à contacter d'autres studios de tatouage si vous êtes pressé, répond-il satisfait. Un peu trop satisfait de m'envoyer voir ailleurs. Je vous paye le double si vous me prenez ce soir, proposai-je. Cela ne changera rien. C'est mon anniversaire, implorai-je. Oui, vos 16 ans, soupire-t-il en indiquant mon diadème. On ne tatoue pas les mineurs non plus. Ah, mais c'est qu'il a de l'humour en fait, le Père Noël anorexique, m'exclamai-je. Pardon? Bah oui, la barbe, le côté maigrelet, enfin, faut voir le tableau quand même. Le bâton de randonnée, c'est pour faire excentrique? Contre-attaque-t-il. Juste pour ne pas m'écraser au sol quand mes articulations lâchent, taclai-je. Vous savez qu'il existe des cannes pour ça? Pour avoir l'air d'une vieille? Merci bien. Donc à la place, vous préférez avoir l'air d'une vieille folle? Demande-t-il. Vieille folle? Il a vraiment dit vieille folle, le vieux squelette? M'indignai-je. Non, mais il se prend pour qui, Gandalf? T'as vu ta tête avec ta barbe d'1 mètre? Vieux fossile. Je suis juste en bonne santé, réplique-t-il. Au milieu des catacombes, vous feriez pâlir les morts. Des gloussements dans mon dos me font sursauter et j'en oublie ma tirade. Au lieu de me soutenir et de casser la figure à ce malotru, mes amis et mon fils se tordent de rire en se tenant les côtes. Un peu en marge, une jeune fille qui, elle, a effectivement l'air d'avoir 16 ans, se marre en silence. Ses vêtements gothiques et ses longs cheveux noirs tissés en dreadlock qui lui tombent aux fesses durcissent ses traits, mais une forme de mélancolie sous-jacente perce sous le maquillage et les moqueries. Pour terminer, je vais vous parler du roman Les Expandables de Paris en Fantaisie de Brett Nefaeus. Ce n'est pas non plus une romance, il s'agit d'une fantaisie, de la littérature de l'imaginaire. Ce titre fait partie d'une série de nouvelles et romans portant sur Paris en fantaisie, une cité-État dans le futur lointain de notre civilisation. Sa particularité est le ton humoristique donné au récit, puisque Brett Nefaeus a compilé dans son histoire de nombreux éléments de culture populaire des années 80 et 90 pour produire une fantaisie certes, mais également un retour dans le passé commun de toute une population, mais dans le futur. Enfin, la culture pop parodiée dans le futur de Paris en fantaisie. C'est un roman qui se lit en prenant son temps, afin de prendre la mesure du choix des mots. Gare à vous si vous allez trop vite. Un jeu de mots pourrait vous échapper. Cette histoire nous est narrée par Joseph Gobelin, Gobelin de son état et numéro 2 du régime de Paris en fantaisie. Celui-ci prépare une opération extérieure de la plus haute importance puisqu'il a une nouvelle piste pour la quête du Saint Crâne. Pour mener à bien cette expédition sur les terres reculées et désertiques de province, il réunit une équipe de mercenaires constituée d'orques, vampires, elfes et autres créatures. Pour les gagner à sa cause et obtenir leur obéissance, il sélectionne des créatures condamnées à la pendaison, d'où le nom de cette équipe, les Expandables. Nous restons donc en France, quoique dans un cadre futuriste et post-apocalyptique, et voyageons de Paris en fantaisie jusqu'en Normandie. S'inspirer de la culture populaire. Le titre des Expandables vous rappellera peut-être le blockbuster réalisé par Sylvester Stallone, Expendables, Unité spéciale, que l'on pourrait traduire par les sacrifiables. Dans le roman de Brett Nefaeus, nous retrouvons ce même terme,
les expandables, mais avec une signification bien française puisque notre groupe de mercenaires a échappé de peu à la pendaison grâce à Joseph Gobelin. Malheureusement pour eux, ce dernier n'est pas ourlé de bonnes intentions puisque comme les expendables, notre groupe se trouve aussi devenir des soldats sacrifiables. Élément récurrent des romans à l'humour prononcé, la culture populaire est un solide appui à ces récits. C'est d'ailleurs le cas pour les 3 romans que je vous ai présentés dans cet épisode. La culture populaire parle au plus grand nombre et le lecteur associe l'histoire à de bons souvenirs. Cela va même jusqu'à créer un sentiment d'appartenance partagé entre les lecteurs qui ont les mêmes références à l'esprit. Ainsi, si je vous demande Team Spike ou Team Angel, la plupart d'entre vous saura de quoi je parle et aura sa propre opinion à donner. La culture pop, c'est doudou, on a des repères, c'est confortable. Et c'est finalement une excellente entrée en matière pour instaurer un cadre humoristique au récit. Dans les expandables de Paris en Fantaisie, j'imagine bien que la sélection de références populaires reste un choix très personnel à l'auteur. Il est à parier que Brett Neffaeus voue une grande affection pour le personnage de Chuck Norris, qu'elle soit à prendre au premier ou au second degré, d'où son inspiration pour une parodie. À côté de la culture populaire, la signature de l'auteur dans ce roman, c'est également de provoquer le rire à partir de la langue française. Le comique de mots tient un rôle central dans le récit à travers l'abondance de jeux de mots, de calembours, de phrases à double sens et d'un peu de patois par endroits. La couverture donne d'ailleurs le ton en représentant notre fine équipe où chaque personnage vous fera immédiatement penser à d'autres bien connus. Si vous ne les remettez pas avec leurs caractéristiques physiques, alors leur petit nom vous aiguillera sûrement. En voici quelques exemples. Nous avons déjà parlé de Chuck Morris, parodie du Texas Ranger, mais il y a également le vampire Roller Blaze, qui se déplace exclusivement en roller muni de lame, ou encore Rala Lokes, l'elfe Catacomb Rider. Tous ces personnages sont très reconnaissables et suffisamment caractérisés, on pourrait même dresser leur carte de puissance comme pour les Pokémon. Niveau d'intelligence, niveau de puissance, niveau de répartie. Au fil de ma lecture, je me suis prise au jeu des dialogues, à essayer de deviner qui parlait, avec Rala qui ne fait que râler, et MC Dame Lavanne avec sa spontanéité enfantine et ses crétineries. Un livre à lire et relire pour en saisir toutes les nuances. Encore une fois, je vous propose un extrait du roman qui vous donnera une vue de l'intrigue et de certains de ses personnages. Pour vous donner un peu de contexte, Joseph Gobelin est donc le narrateur et il s'adresse à son carnet, une sorte de journal intime dans lequel il répertorie ses exactions. Chapitre 2, le Flight Club. 18 août de l'an de grâce 2180, 23h23. La règle première du Flight Club est « Il est interdit de parler du Flight Club ». La deuxième règle du Flight Club est « Annulation de la première règle ». La troisième règle du Fight Club est « Il est forcé de parler du Flight Club ». Le Flight Club était le cercle le plus sélect de l'apéroport de Paris en Fantaisie. Il était situé au pied de la tour elfique, en face du Champ de Mars, d'où décollaient les aéronefs de la ville lumière. Toute la place de Paris en Fantaisie le connaissait. Mais il était uniquement réservé aux VIP, Very Important Paris fantaisien. Personnellement, je préférais nommer ces derniers Very Important Parasites. Mais c'est un autre sujet, tu as raison. La cave du Flight Club, située dans les catacombes, recelait les meilleures bouteilles d'apéritifs du monde. Des versions Paris fantaisiennes uniques en leur genre. Chartreuse verte et jaune en même temps, Factice 51, Jet Set 27, Cognac G, Aston Martini, Balèze, crème de whisky, liqueur de petit con. Mais ce que tout le monde ne savait pas, y compris les VIP, c'était que son dernier sous-sol cachait un club encore plus sélect et secret. Un club de mercenaires composé d'anciens condamnés à mort qui auraient dû être pendus pour une raison ou pour une autre à un arbre de l'Ovale sans retour, ce mur végétal qui entourait Paris en fantaisie. En tant que numéro 2 du régime Paris fantaisien, je les ai tous fait gracier, mais je pouvais revenir sur ma décision à tout moment. Un avantage certain des régimes totalitaires, je te l'accorde. Ils m'étaient donc tous redevables, et je les appelais les expandables. Ils préféraient généralement bosser en solo, mais là j'avais besoin d'une équipe dont chaque membre aurait sa spécialité. Pancakes, pizza 4 fromages, tarte Tintin, etc. J'espérais juste qu'ils ne se boufferaient pas le nez.
Le premier mercenaire que j'avais engagé savait où il mettait les pieds, et en général, c'était dans la tronche. Il s'appelait Chuck Norris. Chuck Norris n'avait jamais dit d'où il venait, ni où il allait. Il écoutait, toisait, souriait, kiquait, mais jamais ne parlait. Chuck Norris n'avait pas besoin de parler pour se faire entendre. Ainsi, Chuck Norris ne murmurait pas à l'oreille des chevaux. C'étaient les chevaux qui murmuraient à l'oreille de Chuck Norris. À Paris en fantaisie, le système de surveillance, appelé l'œil de Zeus, voyait tout et savait tout des habitants rien qu'en scannant les battements de leur cœur. Sauf pour Chuck Norris, car Chuck Norris savait retenir son pouls. On ne pouvait pas entrer ou sortir de Paris en fantaisie sans avoir foi en la fantaisie. Mais Chuck Norris n'avait pas foi en la fantaisie. C'était la fantaisie qui avait foi en Chuck Norris. Tout le monde cherchait le Saint Crâne à Paris en fantaisie, sauf Chuck Norris. Chuck Norris n'avait pas trouvé le Saint Crâne. Chuck Norris avait trouvé Chuck Norris. Alors ne râle pas parce que j'avais engagé un humain pour cette mission, petit carnet. Je n'avais pas engagé un humain, j'avais engagé Chuck Norris. Et puis je te rappelle qu'à Paris Fantasy, tout le monde est humain à la base, moi compris. C'est uniquement parce que la mairie vend à prix d'or aux habitants des potions hormonales animales qu'ils doivent ingérer chaque jour, les xénormones, que la plupart sont transformés en êtres de fantaisie. C'est la base de notre modèle économique, toi-même tu sais. J'espère que ces présentations vous ont plu et que vous avez passé un bon moment avec les lectures d'extraits. Sur Instagram, je vous ai demandé si vous connaissiez des romances présentant des personnages déjantés. Merci beaucoup pour vos nombreuses réponses, ça me fait très plaisir. J'ai classé vos retours en 2 catégories, les tout à fait et les mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Et vous le verrez, il y a pas mal de propositions, donc je vous prépare une publication qui reprend toutes ces propositions. Ça sera beaucoup plus clair et ce sera disponible sur Instagram et Facebook. Dans la catégorie des tout à fait, qui en réalité signifie que je n'ai pas lu ces romans mais que je vous fais confiance, nous avons la série Charlie Davidson de Darynda Jones. Il est vrai que pas mal d'héroïnes de Beat Lit sont plutôt farfelues et nous avons une deuxième série de Beat Lit, Myrina Holmes, de l'auteur Anna Triss. Ensuite, nous avons Wild Road Trip de Maria J. et Kameya B, avec un personnage qui est un fugitif fêlé. Et toujours chez Maria J, nous avons Turn Me Wild, et j'ajouterai également ces romans sous le nom plume Maj Adams, avec Mon boss est un léopard, en tout cas j'en suis presque sûre, qui m'a fait mourir de rire. Et les super vilains peuvent aussi tomber amoureux. Nous avons encore Not a Fucking Romance d'Ena L, qui d'après le résumé a l'air complètement fou. Blood Black Pearl de Laurence Chevalier, une comédie sur fond de rock. Et enfin, Cueilli au vol de May Archer. Dans la catégorie « Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Et là, on va retrouver des titres qui sont beaucoup ressortis, que vous avez beaucoup mentionnés. La série Thirds de Charlie Cochet, avec le personnage de Dex qui est vraiment extraordinaire. Les séries en général de TJ Klune. J'ai d'ailleurs hésité à vous parler de la série Les Contes de Vérania dans cet épisode. Et on me propose également sa série Au premier regard. Et enfin, vous avez aussi mentionné les séries en général d'Alice Winters. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast La Romance c'est gnangnan. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain épisode dans lequel nous allons encore creuser ce sujet de l'humour dans les romans. J'aurai le plaisir de recevoir les auteurs Calliope Verdet et Brett Nefaeus.